Dans la séquence précédente, on a vu l'équation cartésienne de la droite dans le plan sous sa forme tout à fait générale, que je te rappelle ici. AX plus BY est égal à C, c'est la forme générale de l'équation cartésienne de la droite dans le plan. Et je t'avais dit dans cette séquence précédente qu'on pouvait faire de ceci une interprétation vectorielle intéressante. C'est donc ce que je vais voir ici dans cette petite séquence consacrée à la forme vectorielle de l'équation cartésienne de la droite dans le plan. On va voir effectivement qu'on peut donner une écriture vectorielle à cette expression algébrique ici. Alors voilà, juste pour rentrer dans le sujet ici, voilà l'équation cartésienne. Quand on a une équation cartésienne comme ceci, les choses peuvent sembler un petit peu abstraites. Qu'est-ce que ça représente comme droite? On doit imaginer qu'on a des nombres ici, A, B et C. Si on a des nombres, comment est-ce qu'on fait pour représenter la droite? Eh bien, je te rappelle qu'on le fait tout simplement en considérant les intersections de la droite avec les axes X et Y. Par exemple, ici, on sait que l'intersection avec l'axe X va se faire en X égale C sur A. On a vu ça très brièvement la fois passée, dans la séquence précédente. Donc effectivement, quand je suis sur l'axe X, je suis forcément à des valeurs de Y qui sont nulles. J'annule Y et je vois que AX est égal à C, c'est-à-dire que X vaut C sur A. J'ai donc un premier point de la droite et on sait qu'une droite est fixée par 2 points. Il me suffit donc de chercher un deuxième point. Et je vais donc forcément chercher l'intersection avec l'axe Y, pour laquelle, cette fois-ci, c'est X qui vaut 0. Et quand X vaut 0, eh bien, je vois que Y vaut C sur B, tout simplement. Donc voilà, si on a des nombres ici, A, B, C, eh bien, tu es capable de calculer C sur A et C sur B pour avoir les points d'intersection avec l'axe X et l'axe Y. C'est très simple. Donc ceci, tu ne dois plus le considérer comme quelque chose de très abstrait. Ça représente bien une droite dont tu peux facilement identifier 2 points. Et donc tu peux tracer la droite très facilement. Voilà. Donc après cette petite introduction, on va maintenant passer à la forme vectorielle de l'équation cartésienne de la droite dans le plan. Alors pour ça, je fais un petit détour par le concept de produit scalaire. Alors si tu ne connais pas encore ce concept, je t'invite à aller voir la séquence consacrée à l'introduction au produit scalaire. C'est indispensable, sinon tu ne comprendras rien à ce que je te raconte ici. Donc voilà, le produit scalaire, c'est un produit qu'on peut définir entre deux vecteurs, et je te propose ici deux vecteurs, tu les vois. J'ai d'une part le vecteur que j'appelle n, tu comprendras dans quelques minutes pourquoi je l'appelle n, et ici le vecteur p, tu comprendras aussi pourquoi je l'appelle le vecteur p. Tu peux déjà anticiper la réponse, c'est tout simplement ici le vecteur par lequel passera la droite dont j'exprimerai l'équation cartésienne sous forme vectorielle. Donc voilà, j'ai déjà mis le petit point ici par lequel passera la droite qui m'intéressera donc tout à l'heure. Voilà, en attendant, considérons ça comme deux vecteurs tout à fait simples, le vecteur n et le vecteur p, dont je vais faire le produit scalaire. Alors le produit scalaire de deux vecteurs, il est noté par le petit point ici, rappelle-toi, et quand je fais le produit scalaire de deux vecteurs, eh bien, j'obtiens tout simplement un nombre qui est donné par le module du premier vecteur fois le module du second vecteur fois le cosinus de l'angle le cosinus de l'angle entre eux, bien sûr. Θ ici est l'angle entre les vecteurs P et le vecteur N. Voilà, donc c'est la définition du produit scalaire. Il n'y a pas grand-chose d'autre à comprendre ici. Si tu connais le produit scalaire, tu es familier avec ceci et tu peux donc continuer cette séquence. Voilà, alors pour que les choses soient néanmoins bien claires dans ton esprit, je remplace n et p ici par leur écriture mathématique un peu plus formelle. On sait que le module d'un vecteur, ça se note par les petites barres ici qui entourent le vecteur considéré. C'est juste une écriture simplifiée qu'on adopte souvent ici. Voilà, quand on veut alléger l'écriture, on écrit n sans le vecteur pour désigner ici le module du vecteur n, plutôt que d'écrire ici 4 petites barres au total juste pour écrire le module du vecteur n. Même chose pour p ici. Le p entre 4 petites barres ici, je l'écris tout simplement p. C'est le module du vecteur p. Voilà. Voilà, ceci étant dit, donc on va interpréter ce que c'est que ce produit scalaire. Eh bien, je vois ici apparaître P cosinus θ dans ce produit scalaire. P cosinus θ, ce n'est rien d'autre que la projection du vecteur P sur le vecteur n. La projection, en termes de distance ici, va bien me donner P cosinus θ. La distance depuis la droite pointillée ici jusqu'à l'origine, c'est bien la projection de P
la projection cosinus. J'ai bien un triangle rectangle ici. J'ai bien ici le côté qui est l'hypoténuse. L'hypoténuse, j'ai bien ici l'angle. Si c'est bien l'angle adjacent à l'angle, j'ai bien une projection cosinus. J'espère que c'est bien clair pour toi tout ça. Tout ça pour dire que le produit scalaire fait apparaître donc cette projection P cosinus θ qui est représentée ici. Voilà, c'est tout simple. Le produit scalaire, c'est tout simplement la longueur n, le module de n, fois la projection du vecteur P donc sur ce vecteur n. Voilà, ceci étant dit, maintenant, je vais introduire un troisième vecteur que je vais appeler R, et tu comprends d'ailleurs pourquoi je l'appelle R ici, c'est parce que ce sera le vecteur courant qui va me permettre de décrire la droite à partir de la forme vectorielle de l'équation cartésienne. Voilà, ce vecteur R. Et je propose d'établir une certaine contrainte sur ce vecteur R. Ce vecteur R n'est pas quelconque. Je veux que son produit scalaire avec le vecteur n soit le même que le produit scalaire du vecteur P avec le vecteur n. Autrement dit, je veux que n en produit scalaire avec R soit le même que n en produit scalaire avec P, et la même valeur. J'ai bien un signe égal ici, il faut que ces deux produits scalaires donnent le même nombre. Alors voilà, ceci c'est très simple, j'ai le vecteur R ici, j'ai le vecteur n, le produit scalaire va forcément faire intervenir l'angle entre ces deux vecteurs que j'appelle phi, le voilà, c'est l'angle que j'ai ici. Je sais que le produit scalaire de n fois R, c'est le produit des modules des deux vecteurs, n fois R, fois le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs, c'est-à-dire le cosinus de phi. Et ça, je veux que ce soit égal au produit scalaire de n avec p, qui vaut bien np cosinus θ, comme je le représente ici. Voilà, j'impose ça. Alors on voit tout de suite ici une simplification. Les n, ils peuvent être simplifiés dans cette égalité. Je m'empresse de le faire bien sûr pour clarifier les choses. Et je vois que si les deux produits scalaires sont égaux, eh bien il faut tout simplement que les projections r cosinus phi et p cosinus θ soient identiques. Et il s'agit bien sûr des projections sur le même vecteur n. Il s'agit bien du même vecteur n de chaque côté ici. Et donc je vois que la projection du vecteur R sur le vecteur n doit être la même, doit être égale à P cosinus θ. Et là, je vois que je n'y suis pas du tout. Si je projette R en projection perpendiculaire, ici comme je l'ai fait avec P, pour obtenir la projection sur le vecteur n, eh bien je vois que je n'ai absolument pas P cosinus θ. Et on voit donc que je dois changer le vecteur R. Alors si je veux conserver la même orientation ici à R, je vois que je dois tout simplement l'allonger de beaucoup pour obtenir la même projection que celle du vecteur P. Voilà, je vois à peu près jusqu'où je dois arriver. Je vais allonger le vecteur R jusque-là. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois effectivement qu'une fois arrivé là, la projection sera bien la même que celle de P. La projection du vecteur R sur le vecteur n est bien la même que celle du vecteur P. Et je peux faire ça pour plusieurs vecteurs R, bien sûr. Je peux par exemple prendre un autre vecteur ici. Ce vecteur-là, il a la même projection sur le vecteur n que le vecteur P. Et je peux comme ça multiplier les vecteurs R. Tu comprends où je veux en venir, bien sûr. Je suis en train ici de faire courir le vecteur R. R devient le vecteur courant qui va me permettre d'obtenir une droite. Tu le vois tout de suite, je peux encore prendre un vecteur R ici. Au-delà de n ici, ce vecteur R a une projection sur n qui est la même que tous les vecteurs que j'ai jusqu'à présent, y compris bien sûr le vecteur P. Ce qui était important, puisque c'est ça que j'impose au vecteur R. C'est d'avoir la même projection sur le vecteur n que le vecteur P. Voilà. Et voilà, je peux continuer comme ceci. Je marque les points R à chaque fois que j'obtiens la même projection sur le vecteur n que le point P, et je peux multiplier comme ça, je ne vais pas représenter chaque fois le vecteur R, mais je peux multiplier ces points. On voit que tous les points rouges que je suis en train d'ajouter ici ont bien un vecteur position qui a bien la même projection sur le vecteur n ici que le vecteur P. Et donc voilà, tu as compris que je suis en train de représenter une droite. Je peux faire ça avec une infinité de points, et ces points vont finalement, bien sûr, représenter tout simplement une droite. En voici encore quelques-uns, jusqu'à ce que j'obtienne la droite. Et donc, force est de reconnaître que ceci est l'équation d'une droite. C'est l'équation de la droite rouge qui est ici. R est le vecteur courant. Si le vecteur courant satisfait l'égalité qui est ici, n fois R est égal à n fois P, alors R décrit une droite. C'est une écriture très abstraite
de la droite. Tu n'as sans doute jamais rien vu en mathématiques d'aussi abstrait que ceci, mais essaye de le comprendre. Ce n'est pas si compliqué que ça. Le vecteur courant R, effectivement, s'il satisfait cette égalité, eh bien, il ne peut faire que décrire une droite. Et donc, je peux dire que la droite a pour équation ici NR égale NP. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on obtient une droite qui est tout simplement perpendiculaire ici au vecteur N. Et c'est pourquoi le vecteur N, eh bien, on va l'appeler le vecteur normal. C'est le vecteur normal à la droite qu'on voit apparaître ici. Et ce vecteur normal, je vais lui donner des composantes que je vais appeler A et B. Et tu comprendras tout de suite pourquoi je les appelle A et B. Si j'appelle A et B les composantes en X et en Y du vecteur N, eh bien, je peux expliciter cette relation ici en termes des composantes des vecteurs. Alors N, c'est A et B, comme je viens de le dire, c'est représenté là sur le schéma. Pour P, bien sûr, je vais prendre les coordonnées comme je les ai appelées jusqu'à présent. Je vais prendre Px et Py, bien entendu, pour les coordonnées en X et en Y de P. Pour les composantes, ici, puisqu'il s'agit d'un vecteur, les composantes en X et en Y du vecteur P. Voilà, et forcément les composantes de R, c'est X, Y, bien sûr, comme d'habitude. Le point courant, on lui donne bien sûr les coordonnées X et Y, qui sont donc les variables qui vont permettre de décrire la droite, cette fois-ci de manière algébrique. Ici, on l'a sous forme vectorielle, mais maintenant je vais effectuer le produit scalaire pour obtenir tout simplement l'écriture algébrique. Et voilà, ce sera très simple. On sait que le produit scalaire est donné par la multiplication des composantes, 2 à 2, donc je prends la composante en x de l'un, la composante en x de l'autre, je les multiplie, a fois x, le voilà, et au résultat ici, je vais ajouter la multiplication des composantes en y, b fois y, plus b fois y. Et je fais la même chose de l'autre côté, a fois px pour le produit np ici, plus b fois py, la voilà. Et ceci, eh bien, c'est l'écriture d'une droite sous sa forme cartésienne, bien sûr. Il me suffit d'appeler le résultat du produit scalaire ici C. C'est une constante, C, qui sera imposée par A, B et Px, Py. Si je donne le vecteur normal, A et B sont fixés. Si je donne le point P par lequel doit passer la droite, eh bien, je fixe Px, Py. Et donc, j'ai bien une constante C. Et donc, je peux bien écrire l'équation de la droite qui est ici, sous cette forme-là, D a pour équation AX plus BY égale à C. Et on retrouve ici tout simplement l'expression générale de l'équation cartésienne de la droite dans le plan. C'est ce que je t'avais dit. On en a ici l'équation cartésienne, on en a ici l'équation cartésienne écrite sous forme vectorielle. Et maintenant, tu as l'interprétation géométrique des constantes qui apparaissent ici. Tu sais que le A et le B représentent les composantes en X et en Y respectivement du vecteur normal à la droite. Quand je dis vecteur normal à la droite, c'est bien le vecteur perpendiculaire à la droite. Normal ou perpendiculaire est bien synonyme ici. J'ai bien une perpendicularité des deux, puisque j'obtiens cette droite par projection perpendiculaire, ici à commencer par le point P, et puis par tous les points de vecteur position R. Voilà. Alors, on va maintenant réinterpréter ceci à partir de l'équation paramétrique. Il faut que les choses soient claires. Je prends donc l'équation paramétrique ici. On avait bien sûr la signification du point P, c'est le point par lequel doit passer la droite, et j'ai ici le vecteur V qui est le vecteur directeur. Alors, pour interpréter ce qu'on avait avec le vecteur normal, on va ici utiliser le vecteur directeur. C'est quelque chose qui est important pour bien compléter toute la description, toutes les descriptions qu'on a des droites, depuis l'équation paramétrique jusqu'à l'équation cartésienne sous sa forme vectorielle. Il faut passer par ce vecteur directeur, tu vas le voir dans 2 minutes. Voilà. Alors, pour obtenir l'équation cartésienne à partir de l'équation paramétrique, on l'a déjà fait, mais je le rappelle ici brièvement, on doit tout simplement éliminer lambda de ces deux équations. Alors pour ça, je mets Px de l'autre côté, j'ai bien x moins Px est égal à lambda Vx, et ensuite je vais envoyer Vx de l'autre côté, de manière à avoir l'expression de lambda. Lambda vaut x moins Px sur Vx. X moins Px divisé par Vx, c'est simple. Cette valeur de lambda, je vais la rentrer ici dans la valeur de y.
C'est pas comme ça que j'avais fait dans la séquence précédente consacrée à l'équation cartésienne, mais c'est comme ça que je fais ici, et ça me permet d'aller un peu plus rapidement. Lambda ici a pour expression x moins px sur vx, elle est ici. Voilà. Alors, pour obtenir le lien entre x et y de manière un peu plus claire, je vais ici multiplier par vx partout. Voilà, Vx fois Y, j'obtiendrai, et ici Vx fois Py, et ici j'obtiendrai, il n'y aura plus Vx forcément, puisque j'ai multiplié par Vx partout. OK, et j'obtiendrai donc bien Vx fois Y, le Vx a bien été envoyé là, plus Vx fois Py, plus x moins Px fois Vy. Hein, c'est bien la même chose, ceci est bien l'équivalent de l'équation paramétrique que j'ai là. Voilà. Avec ceci, je vais encore ranger les choses dans un autre sens. Ici, voilà, qu'est-ce que je fais? Je retrouve ici le Vx, Vy, je retrouve ici le Vy, Vx avec un signe moins puisque je l'ai envoyé dans le membre de gauche. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai forcément ici moins Vy, Px que l'on retrouve ici, et ici Vx, Py, on voit bien que c'est correct. J'ai bien ici l'expression de l'équation de la droite sous sa forme donc cartésienne. Voilà. Je vais donc prendre cette expression cartésienne ici et je vais la mettre maintenant en rapport avec ce qu'on a fait précédemment. Je vais ici introduire le vecteur normal à la droite, le vecteur normal donc, qui me permet de définir l'équation cartésienne de la droite. Et effectivement, qu'est-ce que je vois? Je vois que si ce vecteur normal, je l'appelle moins Vy fois Vx, eh bien, quand je vais faire le produit scalaire de n avec R, j'obtiendrai bien l'expression qui est ici. Et c'est donc ce que je vais faire. De même ici pour n, si j'ai bien que n vaut moins Vy fois Vx, quand je vais faire le produit scalaire avec P, eh bien j'obtiendrai moins Vy fois Px plus Vx fois Py. Voilà, il suffit de faire ça. Effectivement, quand R vaudra xy, je vois que le produit scalaire n fois R, ce sera bien moins Vy fois x plus Vx fois y. Et quand je mettrai ici P, le produit scalaire de n fois P sera bien moins Vy fois Px plus Vx fois Py. C'est bien ce qu'on voit apparaître ici. J'ai donc bien l'écriture ici vectorielle de l'équation qui est ici, qui n'est rien d'autre que l'équivalent ici de cette équation paramétrique. On voit qu'on commence à fermer la boucle ici, c'est assez ardu. On a ici trois formes différentes d'équations de droite. Voilà, j'espère que malgré tout, tu me suis ici. On voit, pour récapituler ici ce qu'on a fait, on voit effectivement que si n a cette expression-ci, eh bien on retrouve l'équation de la droite qu'on a tirée ici de cette équation paramétrique. Et donc voilà, je vais maintenant pouvoir représenter ce vecteur n. Le vecteur v, c'était le vecteur dont les composantes valaient vx, vy, forcément. Et le vecteur moins vx, moins vy, vx, par exemple, ici, qui est le vecteur n, qu'est-ce que ça va être? Réfléchis un petit peu. Comment construire ce vecteur moins Vy, Vx? Moins Vy est la composante en x de ce vecteur, tandis que Vx est la composante en y de ce vecteur. Comment l'obtenir? Eh bien, c'est extrêmement simple. Il suffit de faire tourner le vecteur V de 90 degrés. Je le fais tourner de 90 degrés et qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens effectivement un nouveau vecteur que je peux appeler n. Pourquoi? Parce que la composante Vy que j'avais ici pour le vecteur V, en tournant de 90 degrés, je l'ai retrouvé maintenant en termes de composante en x. Ce vecteur-ci a bien comme composante en x moins Vy. Et le Vx, je le retrouve tout simplement comme étant la coordonnée en y du nouveau vecteur que je peux donc appeler n. La composante en y, ce sera bien Vx. Et voilà. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On retrouve bien la notion de vecteur normal. V est bien un vecteur qui est parallèle à la droite. Si je le tourne de 90 degrés, eh bien, j'obtiens forcément un vecteur qui est, cette fois-ci, perpendiculaire à la droite. Autrement dit, un vecteur normal à la droite. C'est le vecteur normal de la droite. On peut donc utiliser le vecteur directeur de la droite. C'est ce qu'on fait quand on utilise l'équation paramétrique de la droite. On utilise cette notion de vecteur directeur. C'est un vecteur qui a la direction de la droite. Ou bien, quand on considère l'équation cartésienne de la droite, sous sa forme vectorielle bien sûr, on utilise en fait le vecteur normal
de la droite. Et le vecteur normal, bien sûr, va définir complètement l'orientation de la droite. Tu peux imaginer que si n a d'autres orientations, ben la droite, puisqu'elle doit être normale à ce vecteur, ben va avoir une orientation bien déterminée, exactement comme on déterminait l'orientation de la droite auparavant avec le vecteur v. Les deux sont tout à fait équivalents. Voilà. J'ai donc bien, j'insiste ici, hein, j'ai donc bien perpendicularité ici. Le vecteur normal est bien perpendiculaire à la droite, puisqu'il est perpendiculaire à V. Pour l'obtenir, j'ai bien tourné de 90 degrés. Hein, ça doit être bien clair dans ton esprit. Voilà. Et maintenant, je vais encore boucler un petit peu plus la boucle. Hein. Je vais appeler moins VY A et VX, je vais l'appeler B, tout simplement. De manière à ce que, quand j'aurais dit que ceci vaut C, pourquoi pas, ceci c'est une constante, quand P et V sont donnés, c'est-à-dire quand la droite est fixée, ben j'ai bien ici une constante C. Et je peux donc bien écrire l'équation cartésienne de la droite à partir de son écriture vectorielle. Je fais le chemin inverse de ce qu'on avait fait tout à l'heure. J'ai ici l'équation cartésienne sous sa forme algébrique, on pourrait dire, hein, avec A et B qui sont rien d'autre que les composantes du vecteur normal. Voilà. La constante C, hein, il faudra t'en rappeler ça, la constante C, si jamais on te demande hein, de calculer l'équation cartésienne d'une droite qui passe par un point P et qui est normale à un vecteur n, eh bien, il faut savoir que la constante C qui va apparaître ici, tu l'obtiendras tout simplement à partir du produit scalaire du vecteur n avec le vecteur position du point P par lequel passe la droite. Voilà. Alors pour compléter la description, eh bien, je mets ici l'équivalent de ceci, mais en écriture paramétrique. Hein, ici, j'avais l'équation paramétrique en termes des composantes. Ici, je l'ai en termes des vecteurs, tout simplement les vecteurs P et V, que je vais maintenant représenter ici sur le schéma, hein, pour que les choses soient claires. Le vecteur position du point P, le voilà. Le vecteur V, que je considère comme multiplié par lambda ici, me permet effectivement de construire la droite. Quand lambda va varier, ce vecteur va varier et me permet de représenter le vecteur courant de la droite ici, avec toutes ces positions possibles qui vont bien représenter cette droite. On peut voir les choses donc clairement à partir de cette équation paramétrique du vecteur directeur et du point P. Mais on peut aussi voir les choses autrement. On peut aussi voir la droite comme étant construite à partir de la relation suivante, qui exprime une contrainte sur R ici, exactement comme on l'a ici. La contrainte sur R, elle est implicite ici, elle est un petit peu plus difficile à percevoir puisqu'elle est exprimée au travers d'une composante. Hein, il faut que la composante de R dans la direction du vecteur n, la projection de R sur n, soit la même que la projection de P sur le vecteur n. Et j'aurai donc bien une droite qui sera décrite par cette égalité ici. Voilà, j'espère que les choses sont bien claires pour toi. Il faudra te familiariser avec tout ça, bien sûr. Il faut reconnaître que c'est assez abstrait. Mais voilà, c'est comme ça, c'est en faisant des exercices que tu finiras par te familiariser avec tout ça. Et tu verras qu'il est très précieux de bien connaître les deux représentations, la représentation paramétrique et la représentation cartésienne. Celle-ci est notamment très utile pour comprendre l'équation du plan dans l'espace. C'est les séquences, ce sera exposé dans les séquences qui vont suivre. Ça, je me consacrerai donc à la description du plan dans l'espace. Tu verras qu'avoir compris ça t'aidera beaucoup pour décrire un plan donc dans l'espace à 3 dimensions. Voilà. En attendant, merci pour ton attention et à très bientôt.